Le sport fait partie de l'ADN du militaire. Pour le fantassin, l'aviateur ou encore le marin, l'entraînement physique est indissociable de la préparation au combat. Il est aussi un formidable outil de cohésion. Du parcours d'obstacles aux premières marches des podiums, des techniques de corps à corps à la reconstruction tant psychique que physique des blessés de guerre, le sport est omniprésent dans les armées. Comment les militaires se préparent-ils physiquement pour être opérationnels ? Quelles sont leurs interactions avec le sport de haut niveau ? Le Journal de la Défense vous propose de partir à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui incarnent les différentes facettes du sport militaire. Le sport fait partie du quotidien du soldat. Loin d'être un loisir, il est avant tout une nécessité. Avec des engagements opérationnels de plus en plus exigeants physiquement et psychologiquement, maintenir une bonne condition physique est indispensable pour le militaire. Dans le statut du militaire, il est obligatoire que, effectivement, chaque militaire ait une condition physique qui lui permette d'être apte au combat, c'est-à-dire à la projection opérationnelle. Donc les armées ont intégré ce dispositif depuis des années, l'ont réglementé, de sorte que chaque année, tout militaire, quel que soit son genre, fait l'objet d'une évaluation physique, d'un contrôle physique de la préparation militaire. Héritier d'une longue tradition sportive militaire, le Centre national des sports de la défense mène la politique ministérielle des sports et répond aux nouveaux enjeux. Il veille tout particulièrement à la préparation physique du combattant. Et je pourrais même pas dire ce que je vais pas chronométrer non plus. Pour cela, il s'appuie sur un réseau de spécialistes déployés dans les unités et services des armées, les moniteurs et instructeurs de l'entraînement physique, militaire et sportif. Dans chaque unité, ils appliquent un programme adapté aux milieux et conditions d'emploi des militaires, axé sur l'aguerrissement. Être physiquement fort pour l'être aussi moralement. C'est l'objectif de la préparation physique et mentale du combattant, organisée tout au long de l'année par la Marine nationale. À Toulon, nous rejoignons l'équipage de la frégate Aconite qui s'apprête à suivre une de ces préparations. L'objectif, c'est qu'on avance une nouvelle fois tous ensemble. C'est parti. Top. Vous êtes bien sur les jambes. Devant. Une. Deux. Je me relève, je saute. La préparation physique et mentale du combattant, c'est un stage d'aguerrissement durant lequel on sollicite l'équipage sur une période de 36 heures, de façon à les mettre en situation d'inconfort dans un cadre sécurisé. Alors, ce sont des exercices d'aguerrissement à dominante physique principalement, mais qui avec le cumul vont aboutir sur une phase mentale. On les évalue sur des critères très simples, sur la gestion du stress, de la fatigue, sur la façon de faire remonter les informations, de se comporter sur le terrain et de voir si les consignes sont respectées par rapport à cet état de fatigue, à cet état de stress. Allez. C'est quoi l'intérêt de faire une PPNC pour un équipage ? C'est l'aguerrissement en fait. C'est nous mettre dans les conditions d'inconfort pour nous permettre d'être prêts à résister à n'importe quel événement, qu'il soit en mer ou dans n'importe quelle mission qu'on nous ordonne. Et chaque marin compte parce que s'il y en a un qui rate son truc, derrière, tout le monde est pénalisé. Et le but, c'est pas de faire en sorte que tout le monde soit contre celui qui a raté. Au contraire, c'est bien de dire parce que ça peut arriver n'importe lequel. C'est jamais le même. Et donc le but, c'est bien de pouvoir trouver la solution, trouver la force en équipage. Voilà, je vous laisse. Abandonnons Toulon pour le terrain d'entraînement de Mailly-le-Camp dans l'Aube, où nous retrouvons une unité du 5e régiment de dragons. Dans quelques semaines, ils seront déployés sur l'opération Sentinelle, opération de lutte contre le terrorisme sur le territoire national. Au programme de la matinée, séance TIOR, ou technique d'intervention opérationnelle rapprochée.
C'est des techniques qui sont adaptées désormais aux nouvelles contraintes opérationnelles, par exemple les nouvelles missions comme Sentinelle, car on reste dans le contexte de la loi, donc de la légitime défense. Les tueurs sont adaptés donc pour les théâtres nationaux, pour éviter donc de blesser violemment l'adversaire, donc de le maîtriser, de le contrôler et de le remettre aux forces de l'ordre. Alors du coup, on utilise donc les techniques de percussion, donc tout ce qui est pied-point, attrait à la boxe. Nous utilisons les clés, un petit peu comme à l'aïkido, pour contrôler un individu. Là, s'il fait un petit peu le zouave, hop, je mets la pression. Vous avez vu tout de suite, ça monte sur la pointe des pieds. On utilise des techniques donc de palpation de sécurité, puisque nous, contrairement aux forces de l'ordre, on n'a pas le droit de faire des fouilles. Donc on fait juste une palpation de sécurité pour être sûr que l'individu n'a rien de dangereux sur lui. On pose aussi des entraves, des menottes. On a des modules donc avec le bâton de défense télescopique pour aussi se défendre contre les armes blanches. Une séance de tueur, c'est assez éprouvant sur le plan physique et aussi moral parfois. On sort d'une séance de tueur normalement lestivé. Je me protège. 1, 2, 3. Au-dessus de nos têtes, d'autres militaires s'aguerrissent. Ce sont les pilotes de la patrouille de France. Tous sont des pilotes expérimentés. Que ce soit lors d'un vol de 8 heures sur des théâtres d'opération, ou comme ici pour voler en patrouille serrée à 8 avions et à des vitesses allant jusqu'à 800 km/h, la préparation physique et mentale des pilotes de chasse est vitale. Si tous les pilotes suivent un entraînement sportif pour être aptes à réaliser leur mission, ces ambassadeurs de l'armée de l'air bénéficient quant à eux d'une préparation physique très spécifique. Allez, je mets un peu la musique. On a beaucoup de chance ici. L'armée de l'air met à notre disposition des moyens énormes, que ce soit en matériel ou en personnel, comme ici avec un moniteur de sport qui nous est attitré pendant toute l'année et qui nous suit, qui nous connaît extrêmement bien et qui va pouvoir nous proposer des séances adaptées pour qu'on soit au top en début de saison. Lors de ces vols en patrouille, les pilotes peuvent subir jusqu'à 7 G, soit 7 fois le poids de leur corps. On demande un travail de haute précision. Donc tout ça, ça demande de la concentration, de l'énergie physique. Et donc c'est pour ça qu'ici, en sport, on va travailler ça le matin et le soir, environ 7 heures par semaine. La pratique de l'activité physique à la patrouille de France en saison hivernale, dans un premier temps, elle ne nous aide pas à récupérer, elle nous fatigue plus, puisqu'on va tout mener de front. On va commencer les premiers vols à 8 qui sont énergivores, on va attaquer la préparation physique, et donc tout ça, ça va nous consommer de l'énergie. À terme, ça doit nous permettre d'en sauver parce qu'on aura un niveau et une capacité physique supérieure à celle du départ. Bien, Philou, au top. Je ramène encore plus ici, et je ramène vraiment doucement droit, tendu. Et l'entraînement qu'ils subissent, le volume horaire, c'est vraiment un volume horaire de sportif de haut niveau. Il faut avoir une bonne préparation sur les muscles profonds, ce qu'on appelle les muscles posturaux, parce qu'au sein de l'avion, ils ont parfois, même souvent, des postures inappropriées, inhabituelles. Et donc, il faut bosser tous ces muscles-là afin qu'ils puissent être prêts à avoir la tête tournée pendant un long moment, à subir au niveau de la colonne vertébrale des mouvements qui ne sont pas ordinaires, et donc on a un gros travail sur la partie musculaire. En plus, avec la PAF, c'est important d'avoir une grosse cohésion d'équipe pendant toute l'année, toute la saison ensemble, où la fatigue va être au rendez-vous, où c'est parfois, même souvent, intense, et donc on a une grosse partie, collective, où on va essayer de faire monter le groupe vers le haut, et donc de les préparer à vivre ensemble. Un entraînement physique et mental exigeant que pratiquent également l'ensemble des pilotes de chasse pour que leurs organismes soient prêts à supporter les conditions extrêmes de leur vol, quelle que soit leur mission. Mais la meilleure préparation physique et mentale ne constitue pas une garantie à 100% contre la blessure. Pour les militaires, le risque est toujours présent. Des blessures visibles ou invisibles qu'il faut savoir ensuite réparer. L'engagement du militaire
implique forcément une notion de risque qui est très élevée. Et lorsque ce risque se traduit en blessure physique ou psychique, il est de devoir des armées, de l'institution en premier lieu, puis ensuite de la nation, de prendre en compte les conséquences de ce risque, mais de les prendre en compte à la fois pour le blessé, mais également pour sa famille. Nous avons créé aujourd'hui un dispositif intégré, cohérent, avec une gouvernance partagée, qui aboutit à proposer à l'ensemble de nos blessés tout un parcours logique qui va du sport pour se reconstruire, c'est-à-dire globalement le loisir, jusqu'à la haute performance. Aujourd'hui, très concrètement, ce sont 600 militaires provenant de toutes les armées de la gendarmerie qui bénéficient de ce soutien. C'est colossal, alors qu'il y a à peine 5 ans, il y en avait 10 fois moins. En repoussant les barrières du handicap, le sport contribue à la reconstruction physique et mentale des blessés. C'est un moyen de leur redonner confiance en eux et de rendre possible ce que l'on croyait devenu irréalisable. C'est l'histoire de Cédric, blessé plusieurs fois en opération. Le sport, pour moi, a été un échappatoire quand j'étais déjà en opération pour pouvoir en fait revivre et me sentir vivre et surtout pouvoir me défouler et évacuer un petit peu cette pression et ce mal-être que j'avais. Et aujourd'hui, au quotidien, ça me permet de pouvoir m'évader et surtout de pouvoir aérer mon esprit, ce qui me permet, voilà, entre les soins que je suis avec les psychologues, les médecins, plus le sport, c'est un équilibre avec aussi la famille, c'est très important. Donc on va dire que ça fait un triangle, travail, sport, famille. Et ce triangle, en fait, ça fait 3 piliers et on arrive à s'en sortir. Aujourd'hui, des structures sont faites pour nous, pour les blessés. N'importe quelle pathologie peut avoir accès à ce genre de stage de reconstruction. Et aujourd'hui, il faut qu'on en profite. Il faut qu'on en profite surtout pour notre bien-être, pour avoir un équilibre familial et au niveau du travail. Thomas est devenu unijambiste après un accident de la route hors service. La pratique sportive lui a redonné confiance en lui. Allez, on arrache tout. Le sport m'aide dans ma reconstruction, d'abord psychologiquement, de revoir du monde, d'être confronté aussi aux autres, au regard des autres, mais aussi dans le challenge, en se dépassant. Et ensuite, forcément, c'est physiquement. Pour être stable avec une jambe en moins, il faut se muscler certaines parties, il faut remuscler d'autres qui sont un peu moins sollicitées pour garder une stabilité et éviter tout ce qui est douleur ou de forcer sur l'autre membre. En participant à un des stages du Centre national des sports de la défense dédié aux blessés, Thomas est approché par des moniteurs de sport qui lui proposent alors plusieurs activités adaptées à son handicap. L'occasion pour lui de découvrir des sports qu'il n'avait jamais encore pratiqués. J'ai pu faire du surf et de la pirogue. Donc c'est pareil, du surf, j'en avais jamais fait. Et en fait, je me suis dit, je me mettrai jamais debout. Voilà, donc j'ai eu une prothèse qui pouvait aller dans l'eau. Donc j'ai pu travailler sur une semaine, m'entraîner et réussir à faire du surf. Donc voilà, ça redonne confiance en soi et puis on se dit, en fait, c'est comme pour tous les autres sports que j'ai pu réessayer ou découvrir. En fait, il n'y a rien qui est impossible, il suffit juste d'adapter par rapport au handicap et ça passe, quoi. La reconstruction et la réinsertion par le sport sont au cœur des dispositifs spécifiques mis en place par le ministère des Armées. Ils s'inscrivent dans une approche plus globale et pluridisciplinaire d'accompagnement des blessés. Dans ce cadre, les blessés peuvent participer à des stages annuels multisports et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, participer à des compétitions nationales, internationales, militaires et civiles. C'est un dispositif aujourd'hui qui fonctionne bien, dont on voit les résultats de manière très probante, avec des blessés militaires qui se reconstruisent, qui se resocialisent à travers un projet sportif et qui retrouvent une place et surtout une reconnaissance de l'institution qu'ils recherchaient avant tout. Et ils retrouvent évidemment le sourire et un épanouissement personnel, ce qui est quand même l'objectif de l'ensemble de ce dispositif. Dans la dynamique de l'obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Centre national des sports de la défense organisera, dès que le calendrier le permettra, les Heroes Military Games. Cet événement sportif devrait regrouper des militaires valides et blessés de 32 nations différentes. Quittons le parquet du gymnase pour la pelouse du stade du 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Sur le terrain s'entraîne l'équipe de France militaire de rugby.
Composée de soldats issus des 3 armées et de gendarmes, l'équipe prépare une rencontre exceptionnelle en amont du tournoi Destination. Un match d'entraînement contre le 15 de France. Parmi eux, le sergent-chef Tom. La semaine, il travaille au sein de l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense. Dès qu'arrive le week-end, il chausse ses crampons pour jouer au rugby. D'aller s'opposer aux meilleurs du top 14, c'est un rêve, quoi. C'est vraiment... c'est des stars, on les regarde tous les week-ends à la télé. Et là, de pouvoir jouer contre eux, justement, c'est... Enfin, moi, j'en reste sans mots. Enfin, c'est vraiment génial. Pour moi, c'est le top. C'est génial de faire son métier et de pouvoir jouer aussi au rugby à côté. Donc, c'est vraiment top, quoi. Enfin, pour moi, je pouvais pas rêver mieux, quoi, vraiment. C'est un rêve de gosse, c'est un rêve de rugbyman que vous allez vivre dans 1 minute. Faites-en un rêve exceptionnel. Fin du match, pas de vainqueur ni de perdant. Comment il va? L'objectif était d'entraîner le 15 de France à leurs futures oppositions. Ça nous a permis de bien travailler tout le monde, donc juste merci beaucoup, parce que vous avez été au top. Donc voilà, franchement, vous êtes au top, et puis merci encore, juste ça. Bravo! Nous, on avait à cœur de ne pas passer pour des peintres contre vous. Donc toute l'année, on est au service de la France. Et puis là, on était au service du 15 de France. Donc on espère que vous allez nous régaler pour ce tournoi. Et puis bon courage à vous. Au nom de l'équipe. Franchement, ils ont tout donné. Nous, déjà, on était dans le rouge. Eux, on a bien senti qu'ils l'étaient aussi, mais ils n'ont rien lâché. Ils étaient toujours en train de se replacer, de repartir à l'attaque. Même quand il y avait des turnovers, ils ne lâchaient rien en défense, ils venaient se replacer. Donc voilà, ça montre un petit peu l'esprit des militaires. Et franchement, comme je vous ai dit, c'était hyper important pour nous et on n'a vraiment pas été déçus. Cyclisme, athlétisme, équitation, les armées possèdent 22 équipes. Tout au long de l'année, elles participent à de nombreuses compétitions sportives nationales et internationales. Autant d'échanges qui consolident le lien armée-nation et favorisent les relations avec les armées étrangères et l'échange de valeurs communes. Du sport d'élite militaire au sport de haut niveau, il n'y a qu'un pas. Avec l'armée de champions, la défense est la première contributrice du sport de haut niveau français. Environ 115 sportifs de haut niveau, dont 15 en situation de handicap, composent cette armée. Ces athlètes sont des modèles pour promouvoir en interne la pratique du sport. Ils font aussi rayonner les armées et ses valeurs dans la société. D'ailleurs, en septembre 2019, dans l'optique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la ministre des Armées, Florence Parly, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, Sophie Cluzel, ont signé un protocole interministériel pour favoriser des actions communes en faveur du sport de haut niveau. Depuis la conscription, il a fallu réformer le soutien aux sportifs de haut niveau. Donc les armées se sont professionnalisées et le soutien au sport de haut niveau s'est également professionnalisé. Donc tout ça a été dans une dynamique qui datait des années 2000 avec des accords cadres entre plusieurs ministères, essentiellement le ministère des Sports et le ministère des Armées, pour construire un nouveau modèle de soutien au sport de haut niveau. Ça s'est concrétisé, en particulier avec la naissance de ce nouveau centre, le Centre national des sports de défense, mais ça s'est surtout manifesté par une nouvelle politique qui a conduit à proposer à nos sportifs de haut niveau un projet de vie. En effet, cette politique interministérielle est orientée vers un triple objectif. Performance sportive, accompagnement socio-professionnel des athlètes et partage des valeurs sportives et militaires. Ça s'est traduit également par un partenariat beaucoup plus fort avec les fédérations internationales du monde sportif pour faire en sorte que ce lien nation-armée puisse être partagé par les fédérations avec un investissement plus important des fédérations dans l'encadrement de nos sportifs de haut niveau, mais également dans la mutualisation des stages sportifs avec les équipes de France militaires, et puis la participation de jeunes sportifs à des compétitions militaires dans le cadre de contrats réserve. Depuis la mise en place du sport de haut niveau en 2003, les athlètes militaires ont remporté 77 médailles olympiques et paralympiques, dont 31 en or. Parmi eux, Carole Zahi. Cette championne de France sur 100 mètres est aujourd'hui aussi militaire au sein de l'armée de terre.
petite, j'ai toujours aimé courir plus vite que les garçons. Donc au départ, c'était plus un loisir. Et ensuite, mon ancien prof de sport a entamé des démarches pour que je puisse m'inscrire en club. Et ça m'a permis de faire des compétitions au niveau régional et national. J'ai voulu intégrer l'armée de champions parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de similitudes entre l'athlétisme de haut niveau et l'armée, à savoir la discipline, l'engagement et la rigueur dans ce qu'on fait. Le soutien des armées a été un véritable déclic pour Carole. Il lui a permis de se concentrer sur sa discipline et de renforcer considérablement sa préparation physique pour aborder les compétitions dans les meilleures conditions. Ça se concrétise sur le plan financier, on va dire, parce que jusque-là, je m'entraînais, mais j'étais pas complètement sereine parce que je n'avais que mon sponsor. Et le fait d'être accompagnée en plus par l'armée de champions, ça me permet de peaufiner ma préparation sur d'autres secteurs, par exemple des séances de cryothérapie que je ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant. Je me sens vraiment libre dans ma tête, donc ça fait que je prends beaucoup plus de plaisir à m'entraîner et ça fait que je ne me pose pas de questions. En étant militaire, je sais que je me dois d'être un exemple pour les autres qui sont là et surtout de faire en sorte que ce dépassement de soi s'applique également dans ma pratique. En 2016, aux Jeux Olympiques d'été de Rio, la délégation française comptait 37 membres de l'armée de champions. À eux seuls, ils ont remporté 30% des médailles tricolores. Enzo Lefort est l'un de ces médaillés. Tu étais chauffé ou t'es chaud? Ce caporal de l'armée de l'air est un redoutable combattant. Champion du monde de fleuret, il est également le parrain d'un escadron de chasse à Saint-Dizier. L'escrime, j'ai commencé en 1996 lorsque j'ai vu Laura Flessel qui a gagné les Jeux Olympiques. À l'époque, j'avais 5 ans et quand on a 5 ans, on aime bien jouer avec des bâtons avec ses copains. Moi, j'ai voulu jouer avec des fleurets, c'est pour ça que j'ai commencé. L'escrime est un sport amateur, on ne gagne pas d'argent même quand on fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe. Donc c'est l'armée qui m'a proposé de m'enrôler pour épouser les valeurs de l'armée, à savoir défendre les intérêts de la France à l'international. Donc ce sont des valeurs que les sportifs ont de communes avec les militaires. Ça apporte une stabilité financière au quotidien qui me permet de me focaliser uniquement sur ma performance. Une semaine par an, on a des stages d'acculturation monde militaire. Du coup, ce sont des rassemblements entre sportifs, mais encadrés par des militaires d'actifs. Et on est amené à découvrir plein de choses. Donc j'ai découvert le combat rapproché, le tir. J'ai appris à tirer. L'escrime est un sport de combat. C'est un sport qui nécessite beaucoup de tactique et de stratégie, donc on peut faire le parallèle. Après, on va pas se leurrer, l'escrime, si je prends une touche, il n'y a pas de risque pour ma vie, donc il faut bien sûr nuancer. Les militaires d'actifs prennent beaucoup plus de risques que nous. Parade riposte, merci monsieur. Dans quelques mois, nos militaires, forts de leur préparation physique et mentale, partiront effectuer leur mission sur les théâtres d'opération. Si la crise sanitaire liée au coronavirus le permet, nos sportifs de haut niveau leur emboîteront le pas pour participer à des compétitions dans le monde entier. Chacun défendra ainsi à sa manière les couleurs de la France.